Bonjour, aujourd'hui nous allons enchaîner avec un nouveau chapitre. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et il faut regarder toute la vidéo pour ne pas perdre une notion et surtout partager avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier des notions vues dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre intitulé « Les voies d'administration et leurs formes galéniques ». C'est présenté par Dr Milton Well, qui est pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Les formes galéniques, nous avons dit que les différentes manières dont le médicament est présenté constituent les formes pharmaceutiques ou formes galéniques. On peut aussi dire forme pharmacologique. Mais il faut bien comprendre que, quelle que soit la forme dont un médicament est présenté, on l'appelle forme galénique. Les formes galéniques que nous allons vous présenter, nous avons des comprimés, nous avons des suspensions, les collyres ou gouttes ophtalmiques, on a les gouttes auriculaires, les gouttes nasales, les ovules, les suppositoires, les aérosols, les lotions, les injectables, les crèmes, les gels. Ici, nous avons l'image de quelques tablettes. Ici, c'est un flacon de sirop. Ici, nous avons un aérosol, communément appelé pompe. Et ici, nous avons un flacon de lotion. Ce sont des formes galéniques. Nous avons aussi ici un tube de gel buccal, un flacon de gouttes ophtalmiques ou collyres, un flacon de gouttes nasales, un flacon de gouttes auriculaires, et ici nous avons une ampoule de solution injectable. Ici nous avons une boîte de crème. Ici nous avons des ovules. Et ici des suppositoires. Ici nous avons un flacon de poudre. Ici c'est un tube de onguent ophtalmique. Et ici nous avons une boîte qui contient à l'intérieur un flacon de shampoing. C'est juste pour vous dire qu'un médicament peut se présenter sous toutes ces formes-là, sous toutes ces formes que nous venons de voir. On les appelle des formes galéniques, préparées par la pharmacie galénique. Maintenant, nous avons pas mal de formes galéniques. Mais maintenant, comment nous allons faire pour choisir une forme galénique qu'on va utiliser? Le choix d'une forme galénique dépend de plusieurs paramètres, de plusieurs facteurs. Nous avons l'état du patient. Il faut savoir, si nous avons un patient qui est en coma, quelle forme galénique nous allons utiliser pour lui? Ou du moins, si le patient est conscient. Nous devons tenir compte aussi de l'âge du patient. Si c'est un nourrisson, quelle forme galénique utiliser? Si c'est un enfant en bas âge, quelle forme galénique qu'on peut utiliser? Si c'est un vieillard, un jeune ou du moins un adulte. Et aussi, il faut tenir compte du protocole thérapeutique du patient. Parce que ce ne sera pas pareil pour un patient qui est sous diète parentérale stricte avec un patient qui n'est pas sous diète parentérale stricte. Lorsqu'on est sous diète parentérale stricte, c'est peut-être un patient qui présente des vomissements ou du moins un patient qui est en post-op immédiat. Nous avons aussi la situation qu'il faut tenir compte s'il y a urgence ou pas, quelle forme galénique on va utiliser, et aussi la disponibilité de la forme galénique qu'on a choisie. Est-ce que ce médicament-là
est disponible sous cette forme galénique parce que il y a des formes galéniques qui ne sont pas disponibles pour certains médicaments. Et aussi, il faut tenir compte de la rapidité, la durée et la biodisponibilité voulue. Parce que nous savons que la biodisponibilité dépend de la voie d'administration qui elle-même est en rapport avec la forme galénique. Parce que nous ne pouvons pas administrer telle forme galénique par telle voie et nous ne pouvons pas avoir telle biodisponibilité avec telle voie. C'est vraiment important à comprendre. Et aussi, il faut tenir compte de la compliance du patient. Un patient peut ne pas pouvoir prendre un comprimé 3 fois par jour, mais il peut prendre un médicament par voie injectable, soit par voie IM 2 ou 3 fois par semaine. Ça va dépendre de la forme, ça va dépendre de la compliance du patient pour choisir une forme galénique. Maintenant, qu'en est-il de la voie d'administration? La voie d'administration, c'est le chemin emprunté par le médicament pour arriver à destination. Dès qu'on utilise un chemin pour administrer un médicament, pour que le médicament arrive à destination, c'est-à-dire que le médicament va être absorbé, distribué, etc., on parle de voie d'administration. Chaque voie d'administration correspond à une ou plusieurs formes galéniques. Et nous allons voir quelques voies d'administration. Nous avons la voie la plus commune, c'est la voie orale, la plus utilisée. Nous avons la voie sublinguale qu'il faut toujours différencier avec la voie orale. Nous avons la voie nasale, la voie bronchique, la voie oculaire ou ophtalmique, la voie auriculaire, la voie cutanée, la voie intraveineuse ou IV, la voie intramusculaire ou IM, la voie sous-cutanée, la voie vaginale, la voie rectale, la voie intratécale ou intrarachidienne et la voie intraosseuse, pour ne citer que celle-là. Comment choisir une voie d'administration? Le choix de la voie d'administration va dépendre aussi de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de la rapidité et la durée souhaitée pour l'effet recherché. Si j'ai besoin d'un effet rapide, je vais utiliser une voie rapide. La disponibilité de la forme utilisable par la voie choisie. Je peux choisir une voie et il n'y a pas de forme qu'on peut utiliser pour cette voie dans la situation où on utilise un médicament qui n'est pas disponible par toutes les formes. Il y a aussi l'état du malade qu'il faut tenir compte. Si le malade est en train de vomir, s'il est en coma, s'il est conscient, si le malade est dans une situation d'urgence ou pas. Cela va nous aider à choisir une voie d'administration. Et aussi de l'âge du malade. Si c'est un nourrisson, si c'est un enfant, si c'est un jeune adulte, si c'est un vieillard, on peut toujours choisir une voie d'administration par rapport à l'âge du patient. Les voies d'administration et leur forme galénique, c'est très important parce que chaque voie d'administration a des formes galéniques correspondantes. Par exemple, nous avons la voie orale. Nous voyons qu'on peut administrer par voie orale des comprimés, des tablettes, des dragées, des sirops, des suspensions, des gels buccaux, etc. Et aussi, nous avons la voie intraveineuse. Dès qu'on voit la voie intraveineuse, nous voyons les injectables, c'est-à-dire les piqûres, les solutions injectables, les solutés. Ce sont les injectables. Et aussi, nous avons la voie intramusculaire. Ce sont toujours les injectables. Et aussi la voie sous-cutanée. Ce sont les formes injectables qu'on va utiliser par voie sous-cutanée, par voie IM et par voie IV. Nous avons la voie vaginale. Il faut penser au suppositoire.
aux ovules, aux gels vaginaux, aux crèmes vaginaux pour la voie vaginale. Et nous avons la voie rectale. Il faut penser aux suppositoires, aux gels rectaux pour la voie rectale. Et la voie sublinguale, des comprimés sublinguaux. Il faut toujours faire la différence entre la voie sublinguale et la voie orale. La voie orale, on doit avaler la forme galénique. Mais pour la voie sublinguale, on va la mettre en dessous de la langue et ça va se dissoudre, absorbé par les veines qui vont faire passer le principe actif directement dans la circulation. Et aussi, nous avons la voie transdermique. Nous avons les huiles, les pommades, les lotions, les crèmes qu'on peut utiliser par voie transdermique. La voie sublinguale a une particularité, c'est que on doit déposer le comprimé ou du moins le médicament en dissolution sans être avalé. C'est ce qui fait la différence entre la voie sublinguale et la voie orale. Nous avons aussi la voie intraveineuse je dois vous en parler spécialement parce que quand on dit voie intraveineuse, on voit à l'intérieur même de la veine. Le médicament doit être déposé à l'intérieur de la veine. Il faut faire une différence entre la voie intraveineuse et la voie intramusculaire et aussi la voie sous-cutanée. Parce que la voie intraveineuse, c'est à l'intérieur de la veine. La voie intramusculaire, c'est à l'intérieur du muscle. Et la voie sous-cutanée, c'est dans le tissu sous-cutané. Dès qu'on voit la voie intraveineuse, on a l'habitude de donner comme exemple les solutés. Parce que les solutés, on va mettre ça dans la veine. Et c'est par la veine que ça va passer pour alimenter le malade. La biodisponibilité, nous savons que c'est la quantité du médicament qui atteindra la circulation générale après son administration, qui est la biodisponibilité. Elle est exprimée en pourcentage. Elle est donc inférieure ou égale à 100%. En cas de pénétration directe, c'est-à-dire si on utilise une voie directe pour administrer le médicament, elle est égale à 100% dans le cas d'une administration par voie IV. Il y a un rapport entre la voie d'administration et la biodisponibilité, puisque nous voyons que ça peut être égal à 100%. Plusieurs voies d'administration peuvent être envisagées pour une même molécule, pour un même médicament, pour un même principe actif. Mais les voies qui améliorent la biodisponibilité du médicament sont la voie intraveineuse, qui est la voie la plus directe. On a la voie intramusculaire, la voie sublinguale, la voie intraosseuse, qui est aussi une voie directe, très directe, et la voie transdermique ou intradermique, qui est une voie qui nous donne une biodisponibilité inférieure ou égale à 100%. Ici, nous avons un petit tableau qui nous aide à mieux comprendre. La voie intraveineuse nous donne une biodisponibilité à 100%. La voie intramusculaire nous donne une biodisponibilité qui est inférieure ou égale à 100%. Nous avons la voie sublinguale qui est pareil, nous donnant une biodisponibilité inférieure ou égale à 100%. Et la voie orale qui nous donne toujours une biodisponibilité inférieure à 100 et parfois une biodisponibilité très faible. Nous avons la voie transdermique qui nous donne une biodisponibilité inférieure ou égale à 100. Nous avons la voie sous-cutanée qui nous donne une biodisponibilité inférieure ou égale à 100%. Et aussi la voie rectale qui nous donne une biodisponibilité inférieure à 100, jamais égale à 100. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Si vous avez suivi toute la vidéo, vous avez une étoile. Et si vous avez suivi toute la vidéo et que vous êtes abonné, vous avez 2 étoiles. Si vous avez suivi toute la vidéo, vous êtes abonné et vous avez liké la vidéo, vous avez 3 étoiles. Et si vous êtes abonné, vous avez liké,
vous avez tout regardé et que, en plus, vous partagez avec vos amis, vous avez 4 étoiles. Mais si vous avez fait tout ça et en plus, vous activez la cloche de notification, vous avez 5 étoiles. Alors, je vous demande non seulement de liker la vidéo, de tout regarder et aussi de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas perdre la prochaine vidéo.